Voici mes liens d'intérêt. Et avant de commencer, histoire que vous étudiez bien mes liens d'intérêt, je vais vous poser une petite question à laquelle vous allez me répondre, mais plutôt les yeux fermés pour que vous soyez complètement libre de me donner les réponses de façon sincère. Alors fermez les yeux et écoutez bien ma question. Qui considère que la sexualité est un de nos besoins fondamentaux? N'hésitez pas, tout le monde ferme les yeux, là, pas d'Autriche. Ok, très bien. Maintenant, vous pouvez baisser le bras. Et deuxième question, qui recherche une dysfonction sexuelle chez les patients atteints de cirrhose? Très bien, je vous remercie, c'est très informatif. Alors, on va pouvoir commencer. Il y a un effet centre évident. Alors, donc plus sérieusement, voici les objectifs pédagogiques qu'on m'a demandé de vous exposer aujourd'hui. Un peu de silence parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Connaître la fréquence et les types des troubles sexuels chez les patients atteints de cirrhose, savoir gérer les bêta-bloquants chez les cirrhotiques en cas de troubles sexuels et connaître les alternatives thérapeutiques, et savoir quels médicaments stimulants sexuels prescrire chez un malade cirrhotique. Alors je remercie la FMC d'avoir proposer ce sujet à une femme, parce que là, quand on lit les objectifs, on a plutôt l'impression que ça ne concerne que les cirrhotiques de sexe masculin. Alors, on m'a demandé de faire un petit cas clinique que je vous expose. Vous recevez en consultation un couple de patients de 42 et 52 ans respectivement. Elle, madame, a une cirrhose mixte post-virale C, elle est alcoolique sevrée également, et lui, il a une cirrhose mixte NASH et C. Alors, elle est guérie du C depuis peu, monsieur hésite pour le traitement antiviral et il vous parle de leurs problèmes de couple. Alors, à gauche, elle, physiquement, donc elle a un BMI normal, 19. Elle a présenté par le passé, avant d'être guérie, avant d'être sevrée, une poussée d'acide qui était complètement résolutive. Elle n'a pas de varices œsophagienne, pas de CHC, mais elle a un peu de sarcopénie. Et ses plaintes dont elle vous parle spontanément sont la spanioménorrhée et la baisse de libido. Lui, donc, il est obèse, morbide, BMI 39. Il n'a aucun antécédent de décompensation. Il y a une inadéquation entre les deux. Non, hop. C'est la vraie vie. On va pas y arriver. Alors attends, un peu de sérieux. Le diagnostic de cirrhose a été posé avant le traitement, avant qu'on lui propose le traitement antiviral C, et donc il avait des critères de Baveno défavorables. Petite private joke pour Charlotte. Des varices de grade 2 à la fibroscopie de dépistage. Il a été mis sous propranolol en prophylaxie primaire. Il vous parle de sa baisse de libido qui est ancienne et il dit qu'il a du mal avec sa femme. Alors, voici la première question. Quelles sont les affirmations justes concernant cette situation clinique? Elles vous semblent vraisemblables? La guérison de l'hépatite C peut améliorer les troubles. La cirrhose peut être responsable de l'ensemble des symptômes présentés par les deux patients. Vous proposez à monsieur de maigrir pour améliorer ses troubles et aucun traitement médical ne peut être proposé pour la dysfonction érectile, dont souffre manifestement monsieur en raison de la cirrhose. Je sais pas comment... J'ai appuyé sur Start Vote, mais... Non. Oui, mais je l'ai fait. Alors... Bon, bah non, ça n'a pas marché, c'est pas très grave, on va faire à main levée. Alors, est-ce que cette situation clinique vous semble vraisemblable? Ok. La guérison de l'hépatite C peut améliorer les troubles? Ok, une majorité encore. La cirrhose peut être responsable de l'ensemble des symptômes? Encore oui. Vous proposez à monsieur de maigrir pour améliorer ses troubles? Oui, c'est évident. Aucun traitement médical ne peut être proposé pour la dysfonction érectile en raison de l'existence d'une cirrhose. Ok. Alors, je n'ai pas mis la situation clinique semble vraisemblable et je vous l'expliquerai après, c'est que spontanément, les gens ne parlent pas de sexualité à leur hépatologue. En tout cas, moi, ça ne m'est quasiment jamais arrivé. Alors, deuxième question. Je vous donnerai dans le déroulé de ma présentation toutes les réponses aux questions. Quelles sont les affirmations justes concernant la dysfonction érectile? Alors, la dysfonction érectile est très fréquente au cours de la cirrhose, plus de 50%, même compensée. Qui pense que c'est vrai?
Elle est liée à la fonction hépatocellulaire et à Dominique, je te vois pas. Elle est liée à la fonction hépatocellulaire et à l'hypertension portale. Ok. Un lien, c'est pas net pour tout le monde. Un lien avec l'encéphalopathie hépatique minime a été suggéré. Charlotte, tu votes pas. Ah, tu fais sur le smartphone. L'évolution de la dysfonction érectile est le plus souvent favorable après la greffe. Ah, là, il y a pas. Ah, oui. Et l'alcool est probablement un facteur aggravant. Tous les addictos lèvent la main. C'est très bien. Donc, effectivement. Donc la dysfonction érectile est très fréquente, elle est liée à la fonction hépatocellulaire. Il y a un travail qui a montré que peut-être il y avait un lien avec l'encéphalopathie hépatique minime et l'alcool est probablement un facteur aggravant, mais on ne peut dire que probablement. Troisième question, quelles sont les propositions vraies concernant le traitement de monsieur? Il faut évaluer objectivement la dysfonction érectile avant de la traiter. Eh ben, est-ce que vous pensez... Non, mais est-ce qu'il... Non, mais alors je reformule. Est-ce que vous pensez qu'il existe des outils pour mesurer la dysfonction érectile? Ça marche pas. Tous les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 ont une efficacité équivalente. On s'en fout, oui. Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 n'ont aucune contre-indication. L'opothérapie substitutive, donc par testostérone, est une bonne solution en raison de l'existence d'une hypotestostéronémie, donc chez les hommes. Et le meilleur traitement est la transplantation hépatique. Bah si, ça, ouais, je sais pas. Ah, ça va trop, ça va trop. La seule proposition juste dans cette série était il faut évaluer objectivement la dysfonction érectile et je vous expliquais comment. Dernière question. Quelles sont les propositions vraies concernant le traitement de madame? Les cliniciens se sont globalement peu intéressés à son problème, spécifiquement au cours de la cirrhose, vous ne savez pas quoi dire. Vous prescrivez, donc elle se plaint de baisse de la libido et de spanioménorrhée. Hein. Je vais cliquer après. Vous prescrivez un bilan hormonal ou vous l'adressez à un gynécologue, vous l'orientez vers un psychothérapeute, hein, ça doit être psy de toute façon. Vous lui dites que sa cirrhose est compensée, finalement ce n'est pas si mal. Ou vous lui suggérez de changer de partenaire. Donc là, vous avez le temps. Ah, ouais. Alors, moi, j'avais sélectionné les 4 premières propositions et je vous expliquerai pourquoi. Alors, on va parler de sexe et cirrhose, donc essentiellement de dysfonction sexuelle au cours de la cirrhose. Et pour bien savoir de quoi on parle, bien sûr, on va commencer par des définitions. Chez l'homme, la définition est assez simple. Et pour faire ce topo et m'aider dans la recherche bibliographique, je me suis pas mal appuyée sur une revue de la littérature qui a été publiée cette année dans Hépatologie, qui est pas mal faite, mais quand même. Donc chez l'homme, il y a donc différents symptômes, parmi lesquels la baisse de la libido, la dysfonction érectile et la féminisation donc, font partie de la dysfonction sexuelle masculine. Et j'insiste sur la féminisation. C'est vraiment un symptôme qui gêne beaucoup les hommes, mais on semble enfoncer une porte ouverte. Et puis, dans cette revue, donc, la définition de la dysfonction sexuelle, donc revue faite par des hépatologues, associait donc soit une aménorrhée, une dyspareunie, une anorgasmie, une baisse de libido, une anovulation. Et là, vous voyez que les choses sont beaucoup plus floues et donc moins nettes, puisqu'il y a une espèce de mélange entre troubles de la fertilité et troubles de la fonction sexuelle. Donc l'aménorrhée et l'anovulation, je ne vois pas trop ce que ça a à faire dans la dysfonction sexuelle. Et d'ailleurs, les sexologues s'accordent pour dire que c'est effectivement le cas. Et puis finalement, lorsqu'on fait dans le détail une revue de la littérature sur l'étude de la dysfonction sexuelle au cours de la dysfonction sexuelle au cours de la cirrhose, finalement, ce qui est le plus étudié et ce qui est le plus décrit même en dehors de la cirrhose dans la population générale, c'est la dysfonction érectile. Pourquoi? Parce qu'elle est facile à mesurer.
Alors, on va d'abord passer une diapositive un petit peu compliquée sur la physiologie, comment se passent les choses de façon normale. Vous savez que la testostérone a un rôle central au cours de la sexualité, que ce soit la sexualité masculine ou la sexualité féminine. Et donc là, je vous ai montré le rôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il existe à l'état basal une sécrétion pulsatile de GnRH de l'hypothalamus qui va agir sur l'hypophyse, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, pour favoriser la sécrétion de LH et de FSH par l'hypophyse, qui vont avoir à leur tour un rôle sur les testicules et les ovaires. Donc à gauche, c'est ce qui se passe chez les hommes. La LH va provoquer la sécrétion de testostérone qui ensuite va avoir un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Une chose très importante, c'est qu'en périphérie, donc la testostérone, elle est quand même synthétisée à partir du cholestérol. Donc c'est bien évident que les patients qui ont une hypocholestérolémie, comme c'est le cas au cours de la cirrhose décompensée, ils vont avoir une testostéronémie plus basse. Et puis, en périphérie, la testostérone peut être transformée en œstrogène par une enzyme qu'on appelle l'aromatase et qui est essentiellement présente au niveau du tissu adipeux. Chez la femme, donc, il y a une sécrétion d'œstrogène par les ovaires, rétrocontrôle sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et puis, deux choses très importantes, c'est que les ovaires et les glandes surrénaliennes sont responsables de la synthèse de testostérone, qui a un rôle absolument primordial dans la sexualité féminine, notamment sur la libido. Que se passe-t-il au cours de la cirrhose ? Tout est complètement modifié à cause de la diminution de l'élimination hépatique des œstrogènes. Donc il y a un hyperœstrogénisme qui va se manifester donc, chez l'homme et chez la femme. Par ailleurs, chez les patients qui sont atteints de NASH et qui ont un tissu adipeux assez développé, en raison de l'abondance de l'aromatase, il va y avoir une plus grande transformation de la testostérone en œstrogène qui va, elle également, favoriser l'hyperœstrogénisme. Donc état d'hyperœstrogénisme chez l'homme et chez la femme que tout le monde connaît, dont tout le monde reconnaît les signes cliniques. Mais finalement, chez l'homme, il faut aussi chercher des signes de féminisation tels que la gynécomastie et la dépilation et l'atrophie des organes génitaux externes. Alors en pratique, est-ce que ce profil hormonal a été bien étudié au cours de la cirrhose ? Ça a été le cas chez l'homme, mais pas chez la femme. Je vous cite cette étude menée chez 52 patients atteints de cirrhose Child A, B et C, comparée à 50 contrôles. Les objectifs étaient de comprendre si, en plus de cet hypogonadisme que je vous ai décrit, il existait une dysfonction de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'en comparaison des contrôles, il existe une augmentation de la LH et de la FSH, et ce uniquement chez les patients atteints de cirrhose Child A et Child B, donc ce qui montre bien qu'il y a un hypogonadisme, mais que lorsque l'on regarde les résultats obtenus chez les patients atteints de cirrhose Child C, il y a une FSH et une LH qui sont anormalement normales, ce qui laisse entendre qu'il existe une atteinte centrale combinée à cet hypogonadisme. Autre résultat important, lorsqu'on regarde les taux de testostérone, donc qui sont si importants dans la sexualité masculine, eh bien vous voyez qu'il y a une diminution significative dans toutes les classes de Child A, B ou C, et qui est d'autant plus importante que la cirrhose est avancée. Donc voilà les modifications du profil hormonal que l'on peut observer chez les hommes. Alors, quelle est la physiopathologie de la dysfonction érectile ? Donc, il y a la perturbation hormonale avec l'atteinte de l'axe hypothalamo-hypophysaire et l'hypogonadisme. La cause de la cirrhose peut faire intervenir également d'autres mécanismes. Par exemple, je pense à l'alcool. L'alcool a une toxicité directe sur les testicules et donc sont responsables d'une atrophie et donc d'une diminution de sécrétion de la testostérone. Bien sûr, les malades atteints de cirrhose, à plus forte raison les malades qui ont une cirrhose décompensée, vont prendre des médicaments, parmi lesquels donc, la spironolactone, que vous connaissez tous. La spironolactone, c'est un stéroïde anti-androgénique donc, qui va majorer les effets de féminisation déjà observés chez ces patients. Et puis les bêta-bloquants, vous savez tous, sont responsables de baisse de libido et dysfonction érectile. J'en parlerai spécifiquement lors d'une diapositive prochaine. Après, il y a tout ce qui est beaucoup plus difficile à apprécier. Un aspect psychologique, toutes les pathologies psychiatriques, anxiété, dépression, peuvent avoir un impact bien sûr sur la dysfonction érectile chez l'homme. Et puis également l'altération de l'image de soi. La cirrhose, c'est une maladie, surtout lorsqu'elle est décompensée, qui modifie profondément l'aspect des patients. Et ça, c'est vraiment très important. Nous, on ne parle pas beaucoup de ça en consultation ou en hospitalisation, mais c'est quelque chose qui marque beaucoup les patients. Et puis bien sûr, les hommes, les cirrhotiques comme les autres,
autres, sont tous atteints par l'anxiété de performance. La performance sexuelle est vraiment très mise en avant par tous les essais qui ont été faits sur la dysfonction érectile en population générale. Et puis les aspects physiques, bien sûr, ascite, atrophie des organes génitaux externes, bien sûr que ça participe à la dysfonction érectile chez les hommes. Alors comment fait-on pour l'évaluer ? Il existe tout un tas de questionnaires, dont je vous cite ici le plus validé dans toutes les langues, et il est utilisé dans toutes les publications. Il s'appelle l'IEF5 pour International Index for Erectile Dysfunction. Il comporte 5 questions avec des résultats pour chaque question qui sont notés de 0 à 5 ou de 1 à 5, ça dépend des versions. La dysfonction érectile n'existe pas lorsque le score est supérieur ou égal à 21, et ce score est d'autant plus bas que la dysfonction érectile est importante. Donc c'est un auto-questionnaire que vous pouvez donner aux patients. Et par exemple, la première question de cet auto-questionnaire est, au cours des 6 derniers mois, à quel point étiez-vous sûr de pouvoir avoir une érection et de la maintenir ? Donc c'est vraiment un questionnaire qui évalue de façon assez large les symptômes, et ce, sur les 6 derniers mois qui précèdent l'évaluation en elle-même. Alors, évidemment, il y a des comorbidités qui sont associées à la dysfonction érectile, et ces comorbidités peuvent être présentées par certains de vos malades atteints de cirrhose. Bien sûr, les pathologies cardiovasculaires avec l'augmentation de la prévalence de la NASH. Vous voyez que dans ce travail qui a été mené dans une base d'assurance maladie taïwanaise qui évaluait plus de 13 000 patients qui consultaient pour dysfonction érectile comme diagnostic principal, eh bien, les pathologies cardiovasculaires étaient très associées à la dysfonction érectile. Ça, c'est des choses qui étaient bien connues. Les pathologies psychiatriques, psychose, dépression, la consommation d'alcool. Le tabac n'apparaissait pas, mais je pense qu'il n'était pas bien étudié. Les drogues, et puis bien sûr, les pathologies hépatiques et des virus B ou C sont associés à la dysfonction érectile dans cette très grosse étude épidémiologique. Alors, je vous l'ai dit, les malades qui ont une cirrhose prennent des médicaments, et donc parfois cette dysfonction érectile peut être favorisée par les bêta-bloquants. Et je voulais vous citer ce travail que je trouve vraiment très intéressant, qui inclut 32 patients dans chaque groupe, dans 3 groupes différents. Qui devait être traité par bêta-bloquants, en tout cas par traitement antihypertenseur. Les malades ont été répartis dans 3 groupes. Le premier groupe était traité par bêta-bloquants, mais sans savoir qu'ils étaient traités par bêta-bloquants. Le deuxième groupe était traité par bêta-bloquants sans en connaître les effets indésirables. Et le troisième groupe était traité par bêta-bloquants en connaissant les effets indésirables, et en particulier la dysfonction érectile. Et vous voyez que, en fonction des groupes, la dysfonction érectile dans le suivi est extrêmement différente, puisqu'elle s'échelonne de 3 à plus de 30%. Donc, ce qui suggère qu'il y a quand même un effet probablement des bêta-bloquants sur la dysfonction érectile, mais surtout, c'est un médicament qui a un effet nocebo majeur, et ça soulève vraiment l'anxiété de performance des patients. Alors donc là, je vous ai surtout parlé de la dysfonction érectile chez l'homme. Qu'est-ce qu'on sait chez la femme ? Finalement, au cours de la cirrhose, rien. Il n'y a vraiment absolument aucun travail publié dans la littérature dysfonction sexuelle et femmes atteintes de cirrhose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits en population générale, et des travaux qui ont été très bien décrits chez des patientes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, et chez des patientes atteintes de cancer du sein. Et finalement, c'est ces 2 types de patientes qui ont été les mieux décrites en ce qui concerne la dysfonction sexuelle. Alors, qu'est-ce qui participe à la physiopathologie de la dysfonction sexuelle chez la femme ? Des problèmes de vascularisation. Il ne faut pas oublier que le clitoris, c'est un organe érectile. Donc, c'est un petit peu comme la dysfonction érectile chez l'homme. Toutes les pathologies cardiovasculaires vont avoir un impact, et donc en particulier le diabète. Et il faut qu'il y ait une trophicité. Et une trophicité anormale des organes génitaux externes peuvent entraîner une baisse de libido, des problèmes de lubrification, et donc de dyspareunie. Par ailleurs, l'hypotestostéronémie peut participer à la dysfonction sexuelle chez la femme, puisqu'il faut un petit peu de testostérone. Je vous ai indiqué précédemment que la testostérone chez la femme était synthétisée par les ovaires et les glandes surrénaliennes, et elle semble absolument indispensable pour notamment favoriser la libido.
Alors, vous savez que dans la dysfonction sexuelle, il y a les dyspareunies, bien sûr. Si les patientes sont atteintes de mycose vaginale, et on comprend bien, on imagine bien qu'au cours de la cirrhose, les patientes ont plus de mycose vaginale que dans la population générale, ça peut participer en tout cas à la dysfonction sexuelle. Les troubles de la statique pelvienne ont un impact majeur sur la sexualité des femmes, et bien sûr, des malades qui sont très dénutris, sarcopéniques et qui ont une acide très abondante ont évidemment un trouble de la statique sexuelle. Pelvienne, pardon. Bien sûr, il y a les troubles de l'image de soi dont je vous ai déjà parlé chez l'homme. Les femmes malades avec une cirrhose décompensée ont une modification complète de leur physique, et puis toutes les pathologies psychiatriques telles que l'anxiété, la dépression, et surtout, ce qui apparaît beaucoup chez la femme, un peu moins chez l'homme, c'est la crainte d'être anormale, avec aussi cette anxiété de performance, mais dont les femmes ne parlent pas volontiers. C'est vraiment très difficile d'imaginer qu'elles puissent en parler spontanément, et en particulier à un hépatologue. Alors évidemment, je vous ai mis en dernier la mauvaise entente avec le ou la partenaire. En fait, lorsqu'on évalue une dysfonction sexuelle, que ce soit chez un homme ou chez une femme, et l'impact d'une maladie chronique sur la dysfonction sexuelle, il faut bien évidemment avoir pu évaluer ce qu'était la sexualité, la qualité de la sexualité avant la maladie chronique, et donc il faut évidemment que les partenaires s'entendent bien, et que ça puisse être évalué correctement, et que les gens se souviennent de cela. Un lien avec l'hépatite C a été bien montré par l'étude de Julien Vergnol, qui portait donc pas chez des femmes cirrhotiques, mais chez des patientes atteintes d'hépatite C, et on sait que chez ces malades-là, il y avait plus de dysfonction sexuelle que dans le groupe contrôle, même s'il n'y avait pas de cirrhotique dans cette série. Alors, qu'en est-il de l'épidémiologie? Alors, je repasse chez l'homme, là c'était le petit aparté chez la femme. Épidémiologie de la dysfonction érectile au cours de la cirrhose, on dispose d'assez peu d'études, avec, vous voyez, des effectifs qui sont limités. Différents types de patients, des patients qui sont vus en ambulatoire ou en attente de transplantation, donc avec des fonctions hépatocellulaires très décompensées, ou bien au contraire, il y a une série avec 100% de malades avec cirrhose Child A. Vous voyez que la prévalence est extrêmement importante. En tout cas, toutes les études montrent qu'elle est supérieure à 50%, et elle va jusqu'à 85%. Ça, c'était l'étude qu'avait menée Sarah Filonenko dans le service chez des malades ayant des cirrhoses Child A, B et C. Les facteurs associés retrouvés dans tous ces travaux sont l'âge, bien sûr. Plus l'âge augmente, plus la dysfonction érectile est fréquente. Et il y a des liens aussi avec l'hypertension portale et l'insuffisance hépatocellulaire, comme en atteste la plus grande prévalence de la dysfonction érectile chez les malades avec MELD élevé et chez les malades Child C. Alors, qu'en est-il de l'encéphalopathie hépatique minime? Je vais vous montrer ça sur une diapositive suivante. Le rôle de l'alcool, donc il est bien démontré dans les séries épidémiologiques. On voit que c'est un facteur favorisant dans la population générale. En tout cas, le rôle spécifique de l'alcool au cours de la cirrhose n'a pas du tout été étudié, puisque tous les malades qui étaient inclus dans ces travaux devaient avoir une cirrhose alcoolique sevrée. Et autre information importante, c'est que dans le dernier travail que je vous cite, qu'on a fait dans le service, malgré les 85% de prévalence de la dysfonction érectile dans la population, seuls 4% des patients avaient évoqué au préalable cette dysfonction érectile. Alors, comment on a regardé le lien avec l'encéphalopathie hépatique minime? On a évalué les patients. On leur a donné donc des patients atteints de cirrhose, vus en consultation ou en hospitalisation sans encéphalopathie clinique. On leur a fait faire des tests d'encéphalopathie hépatique minime, donc le PHES et le CFF, et puis on a évalué la dysfonction érectile. Et puis vous voyez que lorsque l'on compare les malades avec dysfonction érectile et ceux qui n'en ont pas, les tests, le PHES était significativement plus bas chez les malades qui avaient une dysfonction érectile, et puis il y avait plein d'éléments qui composent le PHES qui étaient significativement plus altérés dans le groupe dysfonction érectile que dans le groupe pas de dysfonction érectile. Cependant, l'encéphalopathie hépatique minime n'était pas associée à la dysfonction érectile en analyse multivariée dans notre travail. Cela dit, dans le sous-groupe de malades avec cirrhose Child A, la dysfonction érectile était présente chez 100% des cirrhotiques qui avaient une encéphalopathie hépatique minime. Donc probablement que nos effectifs ne permettent pas de conclure, mais en tout cas, c'est une piste. Alors, comment on fait pour prendre en charge la dysfonction sexuelle? La première chose, étant donné que spontanément les gens n'en parlent pas, il faut la rechercher, et je pense qu'il faut interroger les gens. Pour la dysfonction sexuelle chez la femme, c'est assez délicat parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'éléments de prise en charge thérapeutique à proposer, mais quand même. En tout cas, chez les hommes, il faut systématiquement la rechercher, qu'ils soient ou non traités par bêta-bloquants.
Ensuite, donc, chez eux, il faut objectiver la dysfonction érectile, essayer d'identifier la cause, un facteur favorisant et le traiter, puis traiter la dysfonction érectile si malgré cela, ça ne suffit pas, et évaluer l'efficacité des traitements. Et puis, un des aspects fondamentaux, c'est expliquer qu'il y a un lien entre les pathologies hépatiques, la cirrhose et la dysfonction érectile, que c'est décrit et qu'on a des propositions thérapeutiques à leur faire. Il y a tout un... Les sexologues aiment bien dire qu'il faut bien expliquer quels sont les mécanismes physiologiques qui mènent à une sexualité normale et à quel niveau on va agir pour que les choses se passent mieux. Alors, traitement de la cause, je vous cite très rapidement cette étude menée chez 400 patients. Il vous reste 5 minutes tout compris avec les questions. Ah, il y a je pensais qu'il n'y avait pas de questions. Ah ben si, c'était marqué. D'accord. C'était Et donc traiter la cause, est-ce que ça marche? Une étude égyptienne dont je n'ai pas le détail des résultats montre que si on traite l'hépatite C, eh bien il y a moins de dysfonction érectile après qu'avant. Mais dans cette population, il n'y avait pas de cirrhotique. Deuxième chose qu'on peut proposer, c'est l'arrêt du tabac. Je vous cite ce travail qui a été mené chez des patients qui avaient envie d'arrêter le tabac, 65, et dont on évaluait la fonction érectile avant et après arrêt du tabac. Et ils étaient répartis en deux groupes, ceux qui maintenaient un sevrage prolongé et ceux qui rechutaient leur consommation de tabac. Et vous voyez sur ce premier diagramme qu'il y avait une meilleure qualité de l'érection chez les patients qui maintenaient le sevrage en tabac et par ailleurs qu'il y avait une meilleure satisfaction des relations sexuelles chez ces patients qui maintenaient le sevrage en tabac. Autre traitement associé qu'on peut proposer, c'est la perte de poids et pour cela on dispose des séries qui ont été obtenues dans la chirurgie bariatrique. Ici je vous cite ce travail mené chez 39 patients avec une évaluation de la dysfonction érectile avant et après chirurgie bariatrique et vous voyez que globalement quasiment tous les paramètres de la dysfonction érectile étaient améliorés après la perte de poids 1 an après la chirurgie bariatrique. Je vous ai parlé du traitement pharmacologique de la testostérone. Un seul travail a été fait chez 221 patients. Il n'y avait pas d'amélioration significativement meilleure dans le groupe testostérone que dans le groupe placebo. Donc la testostérone n'est probablement pas un traitement intéressant. Alors les traitements pharmacologiques que tout le monde connaît, les inhibiteurs de la phosphodiesterase, on en dispose de plusieurs et en fait, comme le métabolisme est hépatique, il faut probablement diminuer les doses. On peut utiliser donc tous les inhibiteurs en diminuant par 2 la dose pour commencer. C'est les doses recommandées chez les patients Child A et Child B, mais il est probablement pas recommandé de les utiliser chez les patients avec cirrhose Child C. Alors est-ce qu'ils ont tous une efficacité équivalente? On n'en sait rien parce qu'ils n'ont pas été comparés et puis de toute façon ils n'ont pas été comparés. Simplement, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est la chute de la pression artérielle. Et là, je vous cite le travail qui a été mené chez une dizaine de patients qui montre bien qu'avec le Viagra en particulier, il y a une diminution de la pression artérielle moyenne. Donc attention aux malades hypotendus, il faut les prévenir des potentiels effets indésirables. Alors pour les malades qui développent une dysfonction érectile sous bêta-bloquant, est-ce qu'on peut donner en plus un inhibiteur de la phosphodiesterase? Là, je vous cite les recommandations de la Société européenne de cardiologie et d'hypertension artérielle. Oui, c'est possible, mais bien évidemment, il faudra un monitoring très étroit de la pression artérielle puisqu'il va y avoir un double effet. Est-ce que la transplantation hépatique est un traitement efficace de la dysfonction érectile? Il y a très peu de travaux qui ont été publiés. Certains disent avec des effectifs vraiment restreints. Certains disent qu'il y a une amélioration, d'autres qu'il n'y en a pas. Et c'est très difficile de faire la part des choses entre l'amélioration du profil hormonal qui est provoqué par la transplantation hépatique et l'influence des traitements immunosuppresseurs. Il y a des traitements intéressants qui sont à l'étude mais qui ne sont pas validés. La pentoxyphiline, donc qui pourrait améliorer la dysfonction érectile chez le rat. L'effet neuroprotecteur de la mélatonine a aussi montré un effet intéressant chez le rat. Et puis en population générale, des travaux suggèrent que l'exercice physique améliore la fonction sexuelle chez l'adulte. Et puis comme on a suggéré un lien peut-être entre l'encéphalopathie hépatique minime et la dysfonction érectile, peut-être que la rifaximine pourrait être un traitement intéressant.
Chez la femme, dans la littérature, on ne propose rien. De toute façon, la dysfonction sexuelle n'est pas décrite. On propose de traiter les symptômes de la ménopause et essentiellement de la psychothérapie, comme en atteste ce tableau qui a été publié donc, dans cette fameuse revue de la littérature dans Hepatology. Donc, identifier et traiter la dépression, soutien psychologique, etc. En gros, c'est ce qu'on propose quand on n'a pas bien étudié la question et quand on n'a pas grand-chose à proposer, étant donné qu'on ne connaît pas bien la question. Donc en conclusion, ce sera ma dernière diapositive, la dysfonction sexuelle est très fréquente au cours de la cirrhose, elle est peu évoquée en consultation, 4% des hommes, et chez les femmes on n'a pas de données, mais c'est probablement encore moins. Il faut savoir la rechercher et prévoir une approche multidisciplinaire pour sa prise en charge, en faisant intervenir probablement un urologue, un sexologue, un gynécologue, et pourquoi pas un neuropsychologue, parce que parfois des psychothérapies comportementales peuvent aider. Le traitement chez les patients sous bêta-bloquants, oui, les bêta-bloquants peuvent donner une dysfonction érectile. Il faut poser la question, proposer des inhibiteurs de la phosphodiesterase ou bien penser à une alternative thérapeutique, telle que les ligatures ou la pose de TIPS. Il faut arrêter le tabac, perdre du poids, faire du sport et traiter la cause de la cirrhose. Et en tout cas, je pense que vous avez bien compris, et tout est à faire chez les femmes. Je vous remercie de votre attention.